Le marbre est froid, presque aussi glacial que le souvenir de cette nuit de novembre, où tout a basculé pour Marc-André Valladares. Il se tient debout, les épaules voûtées sous le poids d'un manteau en laine coûteux, devant la stèle imposante du caveau familial. La pluie fine de São Paulo transforme la poussière du cimetière en une boue glissante, une mélasse qui semble vouloir retenir les vivants parmi les morts. Cela fait exactement 3 ans que Claire, son épouse, a disparu de sa vie, laissant derrière elle un sillage de honte et de comptes bancaires vidés. Marc-André ne pleure plus depuis longtemps, car les larmes se sont évaporées pour laisser place à une amertume qui lui brûle la gorge chaque fois qu'il croise son reflet dans un miroir. Tout le monde connaît l'histoire, celle que les tabloïds ont dévorée avec une avidité cruelle. La femme du magnate de l'immobilier fuyant avec un amant de passage et la moitié de la fortune familiale. Les rapports de police étaient pourtant clairs. Les détectives privés les mieux payés du pays avaient confirmé la fuite. Les billets d'avion, les images de vidéosurveillance granuleuses dans les aéroports. Pourtant, ce matin, l'air semble chargé d'une électricité inhabituelle, comme si la Terre elle-même s'apprêtait à régurgiter un secret trop lourd pour elle. Le craquement du gravier sous des pas hésitants brise le silence sacré du mausolée des Valladares, un bruit qui n'appartient pas à la solitude de Marc-André. Il ne se retourne pas immédiatement, pensant à un employé du cimetière ou à un curieux, mais l'odeur de lessive bon marché et de pluie sur un tissu fatigué le force à lever les yeux. Une femme se tient là à quelques mètres, une silhouette qui détonne violemment dans ce paysage de privilèges et de deuil sur mesure. Elle s'appelle Helena, un nom qu'il ne connaît pas encore, mais qui va bientôt devenir l'épicentre de son existence tourmentée. Elle porte un manteau trop fin pour la saison et tient fermement la main d'un jeune fils dont le regard innocent semble ignorer la gravité de l'instant. Helena ne baisse pas les yeux devant la stature imposante du milliardaire. Elle le fixe avec une détermination teintée d'une peur qu'elle tente de dissimuler. Marc-André s'apprête à lui demander de s'éloigner, à lui faire comprendre que ce lieu est privé, que sa douleur n'est pas un spectacle pour les passants. Mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, Helena tend une main tremblante, tenant une enveloppe dont le papier a jauni avec le temps, comme une vieille blessure qui ne cicatrise pas. Le silence entre eux devient si épais qu'on pourrait presque entendre le battement de leurs cœurs respectifs contre le tumulte de la pluie. Sans dire un mot, elle lui remet l'objet, un geste qui ressemble plus à une reddition qu'à une simple transmission d'informations. Marc-André hésite, ses doigts gantés effleurant le papier rugueux, sentant instinctivement que le contenu de cette enveloppe possède le pouvoir de détruire tout ce qu'il a construit pour survivre. Il déchire le bord de l'enveloppe avec une brutalité contenue, ses yeux balayant rapidement les documents à l'intérieur, une lettre manuscrite et un reçu de virement bancaire provenant d'un compte offshore. Les mots inscrits sur le papier sont comme des lames de rasoir qui s'enfoncent dans sa mémoire. « Votre femme m'a payé pour dire qu'elle s'est enfuie. » Le monde de Marc-André s'arrête de tourner. Le bruit de la ville au loin s'efface pour ne laisser place qu'au sifflement du vent entre les sépultures. Il relit la phrase, encore et encore, cherchant une erreur, une plaisanterie de mauvais goût, un signe que son esprit est en train de vaciller. La haine qu'il nourrissait pour Claire, cette colère noire qui lui servait de moteur depuis 3 ans, se transforme instantanément en une terreur sourde et glaciale. Pourquoi une femme comme Claire, élégante, aimée et riche, paierait-elle une inconnue, une mère célibataire sans ressources, pour orchestrer sa propre disgrâce? Si elle ne s'est pas enfuie de son plein gré, si tout cela n'était qu'une mise en scène minutieusement payée, alors où se trouve-t-elle réellement depuis tout ce temps? La vérité qu'il pensait avoir enterrée avec le départ de sa femme n'était qu'un mensonge acheté, un testament de honte conçu pour masquer une réalité bien plus sombre. Helena l'observe, ses yeux reflétant une détresse qui n'est pas liée à l'argent mais à quelque chose de bien plus viscéral, quelque chose qui touche à la vie et à la mort. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre chaque étape de cette exhumation de la vérité, car ce qui va suivre dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Le premier réflexe de Marc-André, dicté par des années passées au sommet de l'échelle sociale, est de sortir son chéquier, de tenter de faire disparaître ce nouveau scandale avant qu'il n'éclate. Il voit en Helena une opportuniste, une femme qui a attendu le bon moment pour venir réclamer une rançon sur ses souvenirs brisés. « Combien voulez-vous » demande-t-il d'une voix rauque, une voix qui n'est plus que l'ombre de celle qui commandait des empires immobiliers quelques heures plus tôt. Mais Helena refuse d'un geste de la tête, ses lèvres tremblantes mais sa voix ferme lorsqu'elle répond
qu'elle ne veut pas de son argent, qu'elle ne peut plus vivre avec ce poids. Elle lui explique que depuis que ce versement a été effectué sur son compte, sa vie est devenue un enfer de paranoïa et de surveillance constante. Des hommes en costume sombre, au regard vide, rôdent autour de son modeste domicile, surveillant chacun de ses mouvements, attendant qu'elle commette une erreur. Elle n'est pas venue pour s'enrichir, elle est venue parce que le silence est devenu une condamnation à mort pour elle et son fils. « Quelqu'un a payé pour que je me taise, monsieur Valadar, et ce quelqu'un n'était pas votre femme, » murmure-t-elle, ses paroles agissant comme un scalpel sur une blessure mal refermée. Si Claire a payé pour simuler sa fuite, qui a payé pour s'assurer que le secret reste enfoui dans l'ombre de ce cimetière? Le doute, tel un poison lent, commence à s'insinuer dans chaque fibre de son être, remettant en question tout ce qu'il croyait savoir sur les dernières années de sa vie. Marc-André se rend compte que les rapports de police qu'il a lus étaient trop parfaits, les témoignages trop concordants, comme un scénario de film écrit par un maître du suspense. Il regarde le petit garçon qui se cache derrière les jambes d'Elena, et pour la première fois, il voit non pas une menace, mais une victime collatérale d'un jeu de pouvoir qui le dépasse. Il comprend que s'il veut découvrir ce qui est réellement arrivé à Claire, il doit cesser d'être le mari trahi pour devenir l'enquêteur de sa propre tragédie. Le marbre de la stèle semble soudain moins froid que la réalisation qui le frappe. Il a peut-être pleuré sur un mensonge, tout en ignorant un crime atroce. Le passé ne demande pas la permission de revenir. Il s'impose avec la brutalité d'une vérité que l'on ne peut plus ignorer. Il invite Elena à monter dans sa voiture de fonction, une forteresse de cuir et d'acier qui semble dérisoire face à la tempête qui s'annonce. Chaque réponse qu'il espère obtenir semble engendrer une question plus vaste, plus sombre, une énigme dont les pièces sont éparpillées dans les recoins les plus obscurs de la haute société. Sa première escale ne sera pas son bureau de PDG, mais les archives poussiéreuses d'une clinique privée où les secrets sont vendus aux plus offrants. Il se souvient d'une mention discrète, presque invisible dans les rapports de l'époque, une patiente anonyme admise le jour même de la disparition de sa femme. À l'époque, il n'y avait prêté aucune attention, aveuglé par la douleur et la colère, mais aujourd'hui ce détail brille comme un phare dans la nuit. Pourquoi les dossiers médicaux de cette clinique ont-ils été caviardés avec une telle précision chirurgicale juste après les faits? Pourquoi le médecin légiste qui a signé les certificats de cette période a-t-il pris une retraite anticipée et soudaine dans un petit village reculé d'Europe? Le système qu'il pensait maîtriser est en train de se retourner contre lui, révélant des failles qu'il n'avait jamais soupçonnées. Marc-André sent que sa vie de privilège n'était qu'un écran de fumée pour couvrir une machination d'une ampleur terrifiante. Il regarde Elena, assise sur le siège passager, son fils endormi contre elle, et il jure que justice sera faite, peu importe le prix à payer. Mais il ignore encore que les responsables de cette tragédie sont bien plus proches de lui qu'il ne l'imagine, tapis dans l'ombre de ses propres conseils d'administration. La vérité est une preuve enterrée qui finit toujours par remonter à la surface, même si elle doit pour cela briser des vies et renverser des empires. Le chemin vers la lumière sera pavé de trahison et de danger, car ceux qui ont orchestré la disparition de Claire ne reculeront devant rien pour protéger leur anonymat. Chaque pas qu'il fait vers la vérité est un pas de plus vers un gouffre dont il pourrait ne jamais revenir. Restez avec nous pour découvrir comment une simple lettre peut déclencher un séisme capable de secouer les fondations mêmes de la justice. La traque commence maintenant, et personne n'est à l'abri des secrets qui refusent de rester morts. La voiture blindée glisse sur l'asphalte détrempé de São Paulo dans un silence de cathédrale, mais à l'intérieur, le tumulte est assourdissant. Marc-André Valadares garde les yeux fixés sur la route, ses mains serrant le volant avec une force qui fait blanchir ses articulations. À ses côtés, Elena serre son fils contre elle, son regard fuyant sans cesse vers le rétroviseur extérieur, guettant l'ombre d'une poursuite. Chaque phare qui s'allume derrière eux ressemble à une menace. Chaque moteur qui vrombit semble porter la promesse d'une agression imminente. Le trajet vers l'appartement sécurisé que Marc-André possède au centre-ville se fait dans une tension insoutenable, où le moindre craquement du châssis fait tressaillir la jeune femme. Il ne s'agit plus seulement d'une histoire de disparition. Il s'agit d'une chasse à l'homme où les prédateurs sont encore invisibles, mais bien réels. Marc-André ne peut s'empêcher de penser à ces 3 dernières années, à cette certitude qu'il affichait devant ses associés et sa famille,
Claire était une traîtresse. Il l'avait insultée en silence chaque soir avant de s'endormir. Il avait brûlé ses photos une à une, croyant ainsi effacer la cicatrice de son abandon. Mais si Elena dit vrai, s'il a été manipulé pendant 1000 jours, alors sa propre colère devient une arme que ses ennemis ont utilisée contre lui. Arrivé au bâtiment, le dispositif de sécurité est impressionnant, mais pour Elena, ses murs de béton et ses caméras ne sont que d'autres formes de prison. Elle ne se sentira en sécurité que lorsque la vérité aura éclaté, mais elle ignore encore que la vérité est un brasier qui dévore tout sur son passage. Marc-André fait monter Elena et son fils, puis il s'isole dans son bureau pour passer l'appel qu'il redoute depuis qu'il a lu cette lettre jaunie. Il appelle Maître Arnaud, l'avocat historique de la famille Valladares, l'homme qui a géré la fortune, les contrats et surtout le dossier de la disparition de Claire. Arnaud décroche après la première sonnerie. Sa voix est onctueuse, calme, trop calme pour un homme que l'on réveille en pleine nuit avec une telle nouvelle. Lorsque Marc-André lui parle de la visite d'Elena et de la lettre, le silence au bout du fil devient soudainement lourd, chargé d'un malaise que l'avocat peine à masquer. « C'est une tentative d'extorsion, Marc-André », lance finalement Arnaud d'un ton paternel, celui qu'on utilise pour calmer un enfant qui fait un cauchemar. Il commence immédiatement à discréditer Elena, citant des dossiers qu'il n'aurait pas dû connaître si elle n'était qu'une inconnue surgie du néant. Il parle de déséquilibre mental, de passé trouble, de dette de jeu, accumulant les adjectifs pour bâtir un mur de mensonges autour du témoignage de la jeune mère. Mais Marc-André n'est pas devenu l'un des hommes les plus puissants du pays en étant naïf, et les contradictions d'Arnaud résonnent comme des fausses notes dans une symphonie. Comment l'avocat peut-il savoir qu'Elena a des dettes si elle vient tout juste d'apparaître dans la vie de Marc-André? La machine judiciaire et administrative semble déjà se mettre en marche pour broyer Elena avant même qu'elle n'ait pu témoigner devant un juge. Arnaud va plus loin. Il glisse une menace voilée. Si Elena continue de harceler Marc-André, les services sociaux pourraient s'intéresser de très près à la garde de son fils. C'est le coup de grâce. L'argument ultime pour faire taire une mère célibataire qui n'a que son enfant comme seule richesse au monde. Si vous voulez comprendre pourquoi la justice est parfois un labyrinthe conçu par les puissants pour emprisonner la vérité, inscrivez-vous au canal et suivez cette enquête jusqu'au bout. Marc-André sort du bureau et retrouve Elena dans le salon. Elle est assise sur le bord du canapé comme prête à s'enfuir à la moindre alerte. Il l'observe un instant. Cette femme qui n'a rien et qui pourtant détient la clé de son propre destin, et il décide de tester sa crédibilité une dernière fois. Il ne lui parle pas des menaces d'Arnaud. Il veut voir si sa mémoire est aussi infaillible que les documents qu'elle lui a remis. Dites-moi quelque chose que seule Claire aurait pu savoir, ou un détail que personne n'a remarqué ce jour-là, demande-t-il d'une voix basse presque suppliante. Elena ne réfléchit pas longtemps. Elle ferme les yeux et se replonge dans ce souvenir qui la hante depuis 3 ans. Cette rencontre fortuite devant sa porte. Elle décrit la voiture qui a déposé Claire, une plaque d'immatriculation dont elle se souvient chiffre par chiffre, car elle avait l'habitude de noter tout ce qui sortait de l'ordinaire dans sa rue dangereuse. Mais c'est le détail suivant qui glace le sang de Marc-André. Elena se souvient de l'odeur qui émanait des vêtements de Claire ce jour-là. Ce n'était pas son parfum habituel. Ce n'était pas l'odeur du cuir de sa voiture ou de la pluie, c'était une odeur de désinfectant hospitalier, âcre et persistante. Claire ne venait pas de s'enfuir avec un amant, elle venait d'un endroit où la vie et la mort se côtoient dans le silence des couloirs stériles. Ce témoignage sensoriel, que même le meilleur des menteurs n'aurait pu inventer, achève de convaincre Marc-André que sa femme était une prisonnière, pas une fugitive. Il commence à enquêter en secret, utilisant ses propres agents de sécurité, des hommes qu'il paie de sa poche et qui ne répondent pas à Maître Arnaud. Sa première piste l'amène vers une clinique privée située dans la banlieue chic de São Paulo, un établissement connu pour sa discrétion absolue et ses tarifs prohibitifs. Il découvre qu'un acte de décès pour une patiente anonyme a été enregistré le soir même où Claire a été vue pour la dernière fois par Elena. Les documents sont là, mais comme il s'en doutait, les dossiers médicaux sont caviardés. Des pages entières ont été arrachées ou recouvertes d'encre noire. C'est une mort administrative, une disparition légalisée par des signatures et des tampons officiels qui ne laissent aucune trace derrière eux. Marc-André cherche le médecin légiste qui a signé l'acte, un certain docteur Mendes, mais l'homme a disparu des radars professionnels
juste après les faits. Une retraite anticipée, un départ pour l'Europe sans laisser d'adresse, un exil doré payé avec le prix du silence et de la complicité. Chaque réponse que Marc-André déterre crée une question plus vaste et plus sombre. Qui avait assez de pouvoir pour acheter un hôpital entier? Le système commence à réagir violemment à l'intrusion de Marc-André dans ses propres secrets, comme un corps rejetant une greffe. Ses comptes bancaires personnels sont soudainement gelés sous prétexte d'une vérification fiscale de routine. Une coïncidence qui n'en est pas une. Il comprend que son avocat n'était que le gardien d'un secret bien plus vaste, une conspiration qui implique ses propres associés au sein de l'Empire Valladares. La tension monte d'un cran lorsqu'il reçoit une photo sur son téléphone, une image d'Elena et de son fils prise à travers la vitre de l'appartement sécurisé. Ils ne sont pas à l'abri, ils ne l'ont jamais été, et les murs de l'appartement semblent soudainement s'écraser sur eux comme les parois d'un étau. Marc-André réalise que pour protéger Elena et découvrir la vérité sur Claire, il doit s'attaquer au cœur même de son entreprise. Il se souvient d'une clause secrète dans le contrat de fusion qu'il avait signé quelques mois avant la disparition de sa femme, un détail technique qu'il avait jugé mineur à l'époque. Cette clause stipulait qu'en cas de décès ou de disparition prolongée de l'un des conjoints, les parts de la société seraient immédiatement redistribuées aux associés survivants. Claire n'était pas seulement son épouse, elle était l'obstacle financier qui empêchait ses associés de prendre le contrôle total de l'Empire. En la faisant passer pour une épouse infidèle et voleuse, ils ne se sont pas contentés de l'écarter. Ils l'ont déshéritée avant même qu'elle ne soit déclarée morte. C'était un enlèvement légalisé par des signatures contrefaites et une réputation méthodiquement détruite par des rumeurs savamment orchestrées. Marc-André sent une rage froide l'envahir, une détermination qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, même lors de ses plus grandes batailles commerciales. Il décide de passer à l'offensive et contacte un ancien technicien de la sécurité de l'entreprise qu'il avait licencié injustement des années plus tôt. Cet homme possède peut-être la clé du mystère. Les enregistrements de la vidéosurveillance du siège social qui étaient censés avoir été effacés. S'il peut prouver que Claire n'est pas sortie du bâtiment de son plein gré, tout l'édifice de mensonges s'effondrera comme un château de cartes. Le technicien hésite, il a peur. Il sait que ceux qui ont effacé ces images sont capables du pire pour garder leur secret. Mais Marc-André lui offre non pas de l'argent, mais la chance de se venger d'un système qui l'a broyé lui aussi. L'homme sort alors une petite clé USB de sa poche, un objet minuscule qui contient assez d'explosifs numériques pour détruire la dynastie Valadar. « Vous n'allez pas aimer ce que vous allez voir, monsieur Valadar », prévient le technicien d'une voix tremblante avant de s'éclipser dans l'obscurité. Marc-André retourne à son bureau, le cœur battant à tout rompre, et insère la clé dans son ordinateur portable, ses doigts hésitant une seconde avant de cliquer sur le fichier. Les images granuleuses apparaissent à l'écran, montrant le parking souterrain du siège social, 3 ans plus tôt, à l'heure exacte de la disparition de Claire. Ce qu'il voit le laisse sans voix, le souffle coupé par une horreur qu'aucun mot ne peut décrire. Claire n'est pas seule sur l'image. Elle est escortée de force par des hommes dont il reconnaît instantanément les visages, des hommes qui travaillent toujours pour lui. Mais c'est l'homme qui donne les ordres, celui qui ferme la porte de la voiture de force, qui fait basculer Marc-André dans un abîme de désespoir. La trahison vient de l'intérieur, de celui qu'il considérait comme son bras droit, son confident, son ami le plus fidèle. Le mystère ne fait que s'épaissir, et le prix de la vérité s'annonce déjà plus lourd que le poids du silence. Ne manquez pas la suite de cette révélation fracassante en vous abonnant à notre chaîne, car le plus dur reste à venir. Le chasseur est devenu la proie, et il ne sait plus vers qui se tourner pour sauver ce qu'il reste de son honneur et de sa vie. Le visage qui s'affiche sur l'écran de l'ordinateur, figé dans une grimace de détermination froide, appartient à l'homme en qui Marc-André avait placé toute sa confiance. Ricardo, son bras droit depuis 15 ans, celui qui connaissait ses codes, ses secrets, et même les battements de son cœur lors des crises financières les plus rudes. Sur l'image granuleuse, Ricardo ne se contente pas de surveiller la scène, il dirige les opérations avec une précision militaire, guidant les ravisseurs vers la sortie de secours. Marc-André sent une nausée violente monter en lui, une sensation de vertige qui le force à s'agripper au bord de son bureau en acajou massif. Toutes les pièces du puzzle se mettent en place avec une clarté terrifiante.
le gel de ses comptes, les rapports falsifiés, le silence acheté de la police. Ce n'était pas une simple trahison, c'était une démolition contrôlée de sa vie, orchestrée par ceux qui mangeaient à sa table et riaient à ses plaisanteries. Pendant 3 ans, il a détesté une femme qui hurlait probablement son nom dans l'obscurité d'une cellule ou d'une chambre d'hôpital clandestine. Chaque insulte qu'il a lancée au souvenir de Claire lui revient maintenant comme un boomerang de culpabilité pure, lui déchirant la poitrine. Il se lève brusquement, renversant son fauteuil, le besoin d'agir devenant plus fort que la paralysie de la douleur et du choc. Il rejoint Elena dans le salon, mais à peine franchit-il le seuil qu'un bruit sourd résonne dans le couloir de l'appartement sécurisé. Ce n'est pas le bruit d'un voisin qui rentre chez lui, c'est le son métallique d'un crochetage expert, un son qu'il n'aurait jamais cru entendre dans cette forteresse. Les hommes de Ricardo ne se contentent plus de surveiller à distance. Ils sont passés à la phase d'élimination des témoins gênants. Marc-André saisit le bras d'Elena et lui fait signe de ne pas faire un bruit, pointant du doigt la sortie de service située derrière la cuisine. Le petit garçon, réveillé par la tension électrique qui sature l'air, commence à gémir, mais Elena plaque une main ferme sur sa bouche, les yeux écarquillés par la terreur. Il s'engouffre dans l'escalier de secours au moment même où la porte d'entrée cède dans un fracas étouffé par le silencieux d'une arme à feu. La descente des marches est une agonie pour Marc-André, dont le cœur semble vouloir exploser contre ses côtes à chaque étage franchi. Il réalise qu'il n'est plus le roi de son empire, mais un fugitif dans sa propre ville, traqué par les mercenaires qu'il a lui-même contribué à financer. Arrivés au sous-sol, il monte dans une voiture banalisée qu'il gardait là pour les urgences extrêmes, une vieille berline qui n'attire pas l'attention. Alors qu'il s'éloigne dans les rues sombres de la périphérie, Marc-André regarde Elena, et pour la première fois, il voit en elle un reflet de sa propre impuissance. « Pourquoi Claire vous a-t-elle choisi, vous ?» demande-t-il, sa voix brisée par l'effort et l'adrénaline qui commence à retomber. Elena fixe la route devant elle, ses mains serrant toujours le petit garçon qui s'est rendormi d'un sommeil agité, bercé par les soubresauts du véhicule. Elle raconte alors comment Claire l'avait abordé un soir de pluie, l'air égaré, portant une robe qui valait plus que la maison d'Elena tout entière. Claire ne fuyait pas avec un amant, elle fuyait la mort. Elle savait que ses jours étaient comptés et que la conspiration se refermait sur elle. Elle avait donné à Elena toutes ses économies personnelles, de l'argent liquide caché dans un coffre privé, pour qu'elle joue le rôle de la complice de sa fuite. Elle m'a dit que si tout le monde la croyait coupable et infidèle, il cesserait de la chercher et qu'elle aurait une chance de s'en sortir, murmure Elena. Claire s'était sacrifiée, acceptant de devenir une paria aux yeux du monde et de l'homme qu'elle aimait, uniquement pour rester en vie. Mais le plan a échoué, car Ricardo et ses complices n'avaient pas besoin de preuves pour savoir que Claire était toujours une menace pour leurs intérêts. La douleur de cette révélation est pire que tout ce que Marc-André a pu imaginer. Sa femme a vécu ses derniers instants en pensant qu'il la détestait. Il doit retrouver le docteur Mendes, le légiste qui a signé l'acte de décès anonyme, car il est le seul lien physique restant avec le sort final de Claire. Si vous voulez que la justice triomphe des ombres et que les secrets les plus sombres soient enfin mis au jour, inscrivez-vous au canal dès maintenant. Marc-André utilise ses dernières ressources, un réseau d'anciens contacts de la police qu'il a aidés par le passé et qui ne sont pas sous la coupe de son avocat. Il finit par obtenir une adresse, une villa isolée sur la côte, loin du tumulte de São Paulo, où Mendes se cache sous une fausse identité. Le trajet vers cette cachette est une plongée dans l'inconnu, où chaque ombre sur le bord de la route ressemble à un tireur embusqué. Lorsqu'ils arrivent devant la villa, le silence est inquiétant. Aucune lumière ne filtre à travers les volets clos de la demeure luxueuse. Marc-André demande à Elena de rester dans la voiture avec son fils et de démarrer au moindre signe de danger, lui confiant les clés d'un coffre contenant assez d'argent pour disparaître. Il s'approche de la maison, une arme de poing à la main, sentant l'odeur du sel marin se mélanger à celle de sa propre sueur froide. Il force la serrure d'une porte vitrée et pénètre dans un salon plongé dans l'obscurité, où l'odeur de cigares et de vieux papiers est entêtante. Au fond de la pièce, assis dans un fauteuil en cuir, un homme l'attend, un verre de whisky à la main, comme s'il savait que ce moment finirait par arriver. C'est le docteur Mendes, mais l'homme que Marc-André voit n'a rien du médecin légiste arrogant qu'il avait aperçu sur les photos d'archives.
Vous avez mis du temps, Valladares, lance Mendes d'une voix traînante, ne faisant aucun geste pour se défendre ou pour fuir. Mendes commence à parler et chaque mot est une décharge électrique qui secoue Marc-André jusqu'au plus profond de ses certitudes. Il raconte comment Claire n'est pas morte le soir de sa disparition, mais comment elle a été maintenue dans un coma artificiel pendant des mois. Ricardo et l'avocat Arnaud avaient besoin de ces signatures pour transférer les parts de la société sans éveiller les soupçons des régulateurs internationaux. Ils ont utilisé des médicaments expérimentaux pour la garder dans un état végétatif, la réveillant juste assez pour qu'elle puisse tenir un stylo sous la contrainte. Claire n'était plus une femme pour eux. Elle était devenue une imprimante à billets vivante, un fantôme de chair et d'os enfermé dans une prison de verre. « Où est-elle maintenant » hurle Marc-André, sa voix résonnant contre les murs vides de la villa comme un cri de damné. Mendes baisse les yeux, une lueur de regret sincère, ou peut-être de simple peur, traversant son regard fatigué par des années de complicité. Il lui tend un carnet de notes, un journal de bord médical où chaque dose, chaque réaction et chaque signature forcée ont été consignés avec une précision macabre. La dernière entrée du carnet date d'il y a seulement 2 semaines, ce qui signifie que Claire est peut-être encore en vie, quelque part dans les entrailles de cette ville maudite. Mais Mendes lâche une dernière information qui fait s'effondrer le peu d'espoir qu'il restait à Marc-André. Ricardo a ordonné son élimination définitive pour le lendemain matin. Le temps n'est plus un allié. C'est un compte à rebours qui s'écoule vers une fin inéluctable si Marc-André n'agit pas dans les prochaines heures. Alors qu'il s'apprête à quitter la villa avec Mendes comme otage et témoin, une lueur rouge apparaît sur la poitrine de Marc-André, dansant sur son costume sombre. Un sniper est posté quelque part dans les collines environnantes, et Mendes vient de comprendre que son propre silence ne suffit plus à le protéger. La trahison a des bras très longs, et elle ne laisse jamais de témoins derrière elle, même ceux qui ont servi ses intérêts avec dévouement. Marc-André plonge au sol entraînant Mendes avec lui, alors qu'une pluie de plomb commence à s'abattre sur la maison de plage. Le tournant est arrivé, et le chasseur d'hier doit maintenant se battre pour sa survie, s'il veut avoir une chance de sauver la femme qu'il a injustement haïe. Chaque seconde compte, et le sang qui s'apprête à couler n'est que le prélude à une confrontation finale dont personne ne sortira indemne. La vérité est à portée de main, mais elle est entourée d'un mur de feu que seul un homme n'ayant plus rien à perdre peut espérer traverser. Le fracas du verre qui explose sous l'impact de la balle de précision résonne encore dans les oreilles de Marc-André alors qu'il plaque Elena et son fils contre le sol poussiéreux. Le docteur Mendes gémit, une main pressée sur son épaule, où une traînée de sang commence à imbiber sa chemise en soie, révélant la fragilité de son exil doré. Le sniper ne cherche pas seulement à faire taire le médecin, il cherche à effacer toute trace de la vérité avant que le soleil ne se lève sur cette nuit d'horreur. Marc-André sait qu'il n'a que quelques secondes avant que le tireur n'ajuste sa mire pour un second tir, celui qui sera fatal. Il rampe vers Elena, ses yeux rencontrant ceux de la jeune mère, et il y voit une terreur pure, mais aussi une étincelle de courage qui le pousse à se dépasser. « Courez vers la voiture dès que je lance cette chaise à travers l'autre fenêtre », ordonne-t-il d'une voix basse dénuée de toute hésitation. Il lance l'objet avec une force désespérée, créant une diversion sonore et visuelle qui attire instantanément le feu du sniper vers le mauvais côté de la pièce. Dans un mouvement de groupe coordonné par la peur, il se précipite vers la berline restée moteur tournant sous le porche de la villa. Les balles percutent la carrosserie blindée avec un bruit sourd de cloches métalliques alors qu'ils s'éloignent en trombe, laissant derrière eux la villa et ses secrets sanglants. Mendes, blême et tremblant sur le siège arrière, finit par lâcher l'information finale, celle qui pèse plus lourd que tout l'or des Valladar. Claire n'est pas dans un hôpital public ni dans une prison étrangère. Elle est détenue au cœur même du complexe industriel de la famille, dans un laboratoire souterrain dont Marc-André ignorait l'existence. C'est là, sous les pieds des ouvriers qui travaillent chaque jour, que le crime a été dissimulé pendant 3 ans, protégé par le bruit des machines et l'indifférence des hommes. Le temps est désormais leur pire ennemi, car l'ordre d'élimination de Claire doit être exécuté dans moins de 2 heures, au moment du changement de garde. Marc-André ne peut pas appeler la police, car il ignore qui est encore à la solde de Ricardo et de l'avocat Arnaud au sein de la hiérarchie policière. Il doit mener cette bataille avec ses propres démons et les rares alliés qu'il lui reste, une mère célibataire
et un médecin corrompu cherchant sa rédemption. Il dépose Elena et son fils dans un poste de gendarmerie de province, loin de la zone d'influence de ses associés, leur confiant une copie numérique des aveux de Mendes. « Si je ne reviens pas, assurez-vous que le monde entier sache ce qu'ils ont fait, » dit-il à Elena, dont le regard triste restera gravé dans sa mémoire. Le millionnaire repart seul vers l'enfer, sa voiture fonçant à travers la brume matinale vers le complexe industriel qui porte son propre nom. Pendant ce temps, au centre-ville, Ricardo et Arnaud se préparent pour un gala de charité, ajustant leurs nœuds papillons devant des miroirs dorés, ignorant que le vent a tourné. Ils pensent que Marc-André est mort dans la villa côtière, ou qu'il est trop brisé pour riposter, et ils s'apprêtent à célébrer leur victoire finale sur l'Empire Valadar. Si vous voulez voir comment l'arrogance des puissants peut devenir leur propre tombeau, n'oubliez pas de vous inscrire au canal pour ne rien manquer de ce dénouement. Marc-André arrive au complexe industriel, utilisant un accès de service dont il se souvenait depuis la construction du site il y a une décennie. Il s'infiltre dans les sous-sols, évitant les caméras de sécurité grâce au code que Mendes lui a fourni sous la menace, son cœur battant comme un tambour de guerre. L'odeur de désinfectant hospitalier, celle qu'Elena avait décrite, commence à saturer l'air, confirmant qu'il se rapproche du sanctuaire de la trahison. Il pénètre enfin dans la salle de surveillance médicale et ce qu'il voit le foudroie sur place, brisant le dernier rempart de sa retenue émotionnelle. Claire est là, allongée sur un lit médicalisé, son visage pâle et émacié, entouré de machines qui maintiennent son existence à un fil ténu. Elle n'est pas morte, mais elle n'est plus que l'ombre de la femme vibrante qu'il a aimée, une captive du silence et de la cupidité humaine. Deux gardes s'apprêtent à injecter une substance létale dans sa perfusion, agissant avec la froideur de bourreaux administratifs. Marc-André surgit de l'ombre, non pas comme un homme d'affaires, mais comme un homme protégeant sa seule raison de vivre, et la confrontation est brutale. Il ne se bat pas pour l'argent ou pour l'entreprise. Il se bat pour chaque seconde de vie qu'on a volée à sa femme pendant 1000 nuits de solitude. Après avoir neutralisé les gardes, il se précipite au chevet de Claire, ses mains tremblantes effleurant son visage, alors qu'il débranche les moniteurs qui la maintenaient prisonnière. Ses yeux s'ouvrent lentement, un regard flou et incertain qui finit par se poser sur lui, et dans cet instant, 3 ans de haine s'évaporent pour laisser place à une douleur infinie. « Marc-André » murmure-t-elle, sa voix n'étant plus qu'un souffle, mais un souffle qui porte en lui toute la vérité qu'il avait refusé de voir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car la justice doit être publique pour être totale, et Marc-André a déjà activé son plan final. Il emmène Claire vers la sortie, porté par une force surhumaine, alors que les sirènes de police commencent à résonner autour du complexe, alertées par le signal qu'il a envoyé. Il ne s'est pas contenté de la sauver. Il a envoyé les preuves à tous les grands journaux du pays en temps réel, rendant le scandale impossible à étouffer. Au gala de charité, l'ambiance bascule en quelques secondes lorsque les téléphones de tous les invités commencent à vibrer simultanément. Les images de Claire dans son laboratoire clandestin, les documents financiers falsifiés et la confession enregistrée de Mendes inondent les réseaux sociaux. Ricardo tente de fuir par une issue de secours, mais il se retrouve face à un mur de caméras et de policiers, son masque de respectabilité volant en éclats devant le monde entier. Maître Arnaud, l'avocat aux mains sales, est arrêté dans son bureau alors qu'il tentait de brûler des dossiers compromettants, les flammes ne suffisant plus à masquer son crime. La chute des Valadar est le sujet de toutes les conversations, mais au milieu des ruines de sa réputation, Marc-André a retrouvé son honneur. L'injustice subie par Claire est enfin réparée, et les parts de la société sont gelées par décision de justice en attendant un procès historique. Quelques mois plus tard, le calme est revenu, un calme différent, plus lourd de sens et de leçons apprises dans la douleur la plus extrême. Marc-André se tient à nouveau dans le cimetière, mais cette fois-ci, il n'est pas seul devant le marbre froid du caveau familial. Claire est à ses côtés, assise dans un fauteuil roulant, le soleil d'hiver réchauffant son visage qui commence à reprendre des couleurs. Ils ne sont pas là pour pleurer, mais pour remercier la femme qui a eu le courage de briser le silence quand personne d'autre n'osait le faire. Elena s'approche, accompagnée de son fils, et Marc-André lui remet les documents qui font d'elle la propriétaire légale d'une nouvelle maison et d'un fonds d'études pour son enfant. Ce n'est pas un paiement pour son silence, c'est une reconnaissance pour sa vérité,
un don qui ne peut être racheté par aucun secret. La justice a été claire, symbolique et concrète. Les responsables croupissent derrière les barreaux et l'héritage a été restitué à ceux qui le méritent vraiment. Le nom des Valadar restera associé à ce scandale, mais il sera aussi le symbole d'un homme qui a tout risqué pour réparer l'irréparable. Le mystère s'arrête ici, mais la leçon demeure. Derrière chaque fortune se cache souvent un crime, mais derrière chaque crime se cache une vérité qui attend son heure. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne pour suivre nos prochaines révélations, car la justice finit toujours par retrouver son chemin, même à travers les ténèbres les plus denses. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette quête de vérité et si vous croyez que le prix payé par Marc-André en valait la peine. La vérité est une preuve enterrée qui finit toujours par remonter à la surface et aujourd'hui, elle brille de tout son éclat.